Quel est le sujet du jour? Eh bien, le dernier président élu avant le suffrage universel. On va pouvoir commencer? Allons-y. René Coty. La situation en Égypte inquiète en plus haut lieu. Le président Coty? Oui, le président Coty. Un grand homme. Il marquera l'histoire. Il aime les cochins chinois, les malgaches, les marocains, les sénégalais. Cette histoire de Kiki. Ah, on s'interroge en haut lieu. Vous n'allez pas parler du Kiki à Coty? Pour OSS 117, notre agent bien connu au Caire, c'était notre Rice. Mais il n'avait ni la responsabilité du capitaine, ni même les pouvoirs de l'arbitre. Il a été le dernier président de la République et de l'Union française, le dernier président à être élu par les seuls parlementaires. L'un d'eux, parvenu en décembre 1953 à Versailles, où se réunissait le Congrès, nota l'inscription qui était gravée place d'Armes à toutes les gloires de la France. Et il ajouta, eh bien, nous n'en ajouterons pas une. À la suite de quoi le scrutin, une semaine durant, tourna presque à la pantalonnade. Élu par surprise, Coty occupa pourtant sa fonction avec le calme des vieilles troupes et dans des circonstances souvent tragiques. Indochine, Suez, Algérie. En 1954, il sut désigner Mendes pour Matignon et en 1958 accompagner la transition vers la 5e avec De Gaulle. Locataire honorable de l'Élysée, sa grande fierté était son statut de père de famille. Sa nombreuse tribu était insolite sous des dehors traditionnels, bourgeoises, mais tourmentée, elle n'aspirait qu'à la simplicité. Et elle fit beaucoup pour la popularité du président. Comme quoi, la popularité, ça peut s'offrir sans être précédé par le calcul. Benoît Dutertre, bonjour. Bonjour. Journaliste, notamment à France Musique, écrivain. Mais vous êtes aussi l'arrière-petit-fils de René Coty et vous avez consacré à cette tribu que j'évoquais un beau livre sensible qui s'intitule Les pieds dans l'eau et qui a été publié chez Gallimard. Vous y racontez un moment doux amer en 90, il y a plus de 20 ans. Voilà qu'un employé de l'Élysée se souvient de vous, la tribu Coty, et vous invite à visiter le palais. Oui, c'était passé par mon frère qui est journaliste, mais c'était pas du tout une invitation officielle. Hein. On était là un peu comme un groupe en visite guidée, et en même temps c'était assez amusant, évidemment, de voir ma mère, ses sœurs, ses cousines, qui avaient quand même beaucoup fréquenté la maison pendant quelques années, nous signaler ce qui s'était passé à tel ou tel endroit. Mais en même temps, je pense notamment à ma mère qui a jamais été très fascinée par le côté politique de cet épisode élyséen, se rappeler plutôt de mon cousin marchand, faisant ses premiers pas dans telle pièce, s'intéressant à un petit chat qu'on voyait passer par une fenêtre du jardin, etc. Au fond, la politique les avait pas tellement marqués dans ce passage. Ça va être notre prisme tout au long de cette émission, mais il n'est pas sans intérêt le prisme familial. Commençons par le 17 décembre 1953. Personne ne pense à l'époque que votre arrière-grand-père puisse devenir président. Il est là parmi les 319 sénateurs. À ses côtés, à leur côté, les députés, ils sont 627. Ils forment le Congrès réuni à Versailles. Pour la 16e fois depuis l'instauration de la République, Versailles, la cité des rois, est appelée à élire un président. Capitale d'un jour, elle accueille les congressistes et les candidats, M. Henri Queuille, M. Yvon Delbos, M. Marcel Cachin, M. Fourcade et le chef du gouvernement, M. Joseph Laniel. Dans la salle du Congrès, le président Le Troquer déclare ouvert le scrutin secret par appel nominal. Mesdames et messieurs les membres du Parlement, vu l'article 5, le deuxième alinéa de l'article 11 et l'article 29 de la Constitution ainsi conçue. Article 5. Le Parlement se compose de l'Assemblée nationale et du Conseil de la République. Article 11, deuxième alinéa. Lorsque les deux chambres se réunissent pour l'élection du président de la République, leur bureau est celui de l'Assemblée nationale. Je rappelle qu'au terme de la loi 53-214 du 8 décembre 1953, fixant les modalités d'élection du président de la République, le président de la République est élu sans débat
au scrutin secret, par appel nominal et à la majorité absolue des suffrages exprimés. Tout de même, Le Trocker, premier vice-président de l'Assemblée nationale et en l'absence d'Herriot, malade président du Congrès, quelle voix, quel organe. Vous avez consacré tout un livre à Le Trocker, un autre livre. L'organe allait lui causer quelques ennuis au moment de l'affaire des balais roses, qu'elle a éclaté des années plus tard, mais qui pour moi a été l'occasion de me plonger effectivement dans toute cette période. Et c'était là un moment très important pour André Le Trocker, puisque effectivement, comme Herriot était malade, il présidait pour la première fois le Congrès, c'est-à-dire l'ensemble de l'Assemblée nationale et du Sénat, et tout d'un coup, il devenait un homme très très important. Et d'ailleurs, tout de suite après, il allait être à peu près pendant tout le mandat de René Coty, président de l'Assemblée nationale, avec cette même autorité qu'on sent dans sa voix. Il avait son même secret, une petite baguette comme ça pour frapper quand il n'était pas content et faire taire les... Son secret, c'était faire l'amour une fois par jour, ce qui ne devait pas être facile dans les circonstances. Alors, il y avait deux candidats importants, le président du Conseil, Joseph Laniel, et puis le candidat socialiste qui avait été gouverneur général de l'Algérie. Il avait un peu faussé les scrutins en Algérie à la fin des années 40. C'était Marcel Nejlen. Impossible de départager les deux. Ça dure des tours et des tours, des jours et des jours. Voilà, parce que en fait, cette élection, au départ, elle est malheureusement assez emblématique du climat de la 4e République à l'époque, c'est-à-dire d'incessantes négociations, sous-négociations entre les partis politiques, ce qui fait que Joseph Laniel, qui était le chef du gouvernement à ce moment-là, pourtant c'est une période de crise, c'est la guerre d'Indochine, etc., eh bien, il avait la moitié de son propre parti, qui était le parti des indépendants, qui jouait en sous-main contre lui. Lui-même avait un air un petit peu satisfait de lui. C'était un bon paysan normand, normand comme René Coty, ils appartenaient au même parti, et il avait un frère qui s'appelait René Laniel, qui était très très voyant, qui se déplaçait avec sa canne, qui disait bientôt l'Élysée, etc. Ça agaçait tout le monde, et au fond, il s'est pas rendu compte, avec une certaine naïveté, il s'est pas rendu compte que l'élection était en train de lui échapper, alors qu'au 3e ou 4e tour, il pensait encore que c'était fait. Et ses amis politiques, parmi lesquels, vous l'avez dit, beaucoup d'ennemis, ont pensé, à ce moment-là, au bout de pratiquement une semaine, à le remplacer comme candidat des modérés. Les journalistes sont épuisés. Ainsi, Henri Sadorge. Ici, le château de Versailles. 7e journée de la réunion du Parlement, 11e tour de scrutin, afin de pouvoir désigner le président de la République et de l'Union française. Je vous fais un rapide tour d'horizon de la situation. Dans la soirée hier, on apprenait que M. Joseph Laniel, président du Conseil, retirait sa candidature. Mais les socialistes, qui n'admettaient pas un arbitrage réduit au groupe de la majorité gouvernementale, maintenaient la candidature de M. Nejlen. Ce matin, M. Louis Jacquinot devenait le candidat officiel d'union choisi par le groupe indépendant et le groupe paysan. L'ordre du jour appelle le 11e tour de scrutin pour l'élection du président de la République. L'appel nominal va commencer par la lettre U. Le scrutin est ouvert. Ah, Louis Jacquinot. Il avait une femme. Oui, il avait une femme qui était très versée dans le monde politique, mais enfin, bon, il avait une femme. Et cette femme, d'ailleurs, épousait systématiquement des hommes politiques et voulait absolument être à l'Élysée. Et c'est à cet instant que ses espoirs sont déçus. Jacquinot va faire moins de voix que Laniel. Et alors... Et là, il faut dire que Jacquinot est un personnage important depuis la Libération, qui a été associé au premier gouvernement d'union, etc., autour de Gaulle, etc. Donc, il est vraiment une forte personnalité, mais effectivement, ça ne passe pas. Et au 11e tour, alors même qu'il n'est pas candidat, René Coty obtient plus de 70 voix de parlementaires qui, donc, visiblement, pensent à lui comme solution de secours. À ce moment où, en plus, il faut dire que la presse internationale se moque tous les jours dans ses titres de l'élection française qui n'en finit pas. Et alors, il est représentant de la Haute Assemblée, mais il y a un président à la Haute Assemblée qui aurait pu être candidat à l'Élysée, qui s'appelle Monnerville. Il faut dire qu'il y avait une tradition sous la 3e et sous la 4e République, qui était que le plus souvent, le président de la République, élu donc par les parlementaires, était l'ancien président du Sénat, qui était devenu à l'époque le Conseil de la République. Or, effectivement, en l'occurrence, c'est Gaston Monnerville. Mais Gaston Monnerville, il se trouve qu'il est originaire de Guyane, il est noir de peau, ou en tout cas métis, et il considère, et tout le monde considère à l'époque, c'est comme ça, que de ce fait, il ne peut pas être président de la République. Ça ne l'a pas empêché, d'ailleurs, ni Senghor, ni Houphouët-Boigny, dans cette République coloniale, d'accéder à de très hautes fonctions, mais celle-là, elle est par principe, on peut dire,
réservé à ce qu'on appellerait un Français de souche. Tandis que Coty, comme la Niel, a un bon teint de Normand. Voilà. Alors, et il est vice-président du Sénat, du Conseil de la République, donc il est tout de suite derrière Monnerville, et c'est pourquoi, en fait, il a déjà pensé qu'il avait quand même ses chances à cette élection présidentielle, même s'il a attendu le 12e tour pour se présenter. Mais vous avez dactylographié dans votre jeunesse, Benoît Dutertre, les cahiers intimes qu'il oui, tenait. À la demande de ma grand-mère. D'un côté, il dit « ma carrière est derrière moi », et de l'autre côté, il ne refuse pas qu'on avance son nom. Voilà, c'est-à-dire que en 1952, il parle de sa candidature à l'Élysée, des journaux parlent de sa candidature à l'Élysée, il revient régulièrement en 1953, effectivement, dans ses carnets, il évoque ça comme une hypothèse qu'on lui souffle, etc. Il ne sait pas trop, et je crois qu'il a eu la prudence, en fait, d'attendre son tour. Mais la témérité n'était pas son fort. Je veux dire que c'est un vieil avocat, il a plus de 70 ans, il est au Parlement depuis le début des années 20, en 40. En 40, il a voté, comme l'immense majorité des parlementaires, les pleins pouvoirs, effectivement, à Pétain. Ça, c'était indéniable lors de l'Assemblée de Vichy. Mais en même temps, tout de suite après, il s'est complètement retiré de la vie politique. Pucheux du gouvernement Pétain a voulu lui donner, si on peut dire, la mairie du Havre. Il a refusé parce qu'il pensait qu'il ne devait pas avoir un mandat qui procédait pas d'une élection, etc. Et donc, finalement, pendant toute la guerre, il s'est retiré. Et à partir de 43, il a commencé à travailler avec des parlementaires de façon plus ou moins clandestine à l'élaboration d'une constitution pour la libération. Donc il a été tout de suite blanchi après la guerre. Voilà, ceux qui ont voté les pleins pouvoirs sont inéligibles, mais son éligibilité a été levée très vite et il est redevenu parlementaire. Nous arrivons comme ça, il est temps, parce que les journalistes sont accablés, épuisés, au 13e tour, au 7e jour à Versailles. Sa séance est reprise. J'ai l'honneur de faire connaître au Parlement le résultat du dépouillement du 13e tour de scrutin pour l'élection du président de la République. Monsieur René Coty, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, je le proclame président de la République française pour cette année, à partir du jour où prendra fin le mandat du président en exercice. Monsieur René Coty est élu président de la République française. Le procès-verbal de séance qui constate cette élection va être remis au nouveau président dans la salle d'investiture. L'élu du Congrès parcourt cette galerie des bustes où tous ses prédécesseurs dans la magistrature suprême lui font une haie d'honneur. Sur le perron de la préfecture, le président retrouve Madame René Coty, très émue d'être devenue la première dame du pays. Et un peu froissé tout de même, Germaine Coty, et dire que je viens de rentrer mon charbon pour l'hiver. Alors je ne sais pas si c'est cette phrase qui a déclenché une popularité quasi immédiate, il n'y avait pas besoin de sondage à l'époque pour que la popularité vienne, mais il y a eu un phénomène d'identification très vite. Oui, c'est assez... Enfin, il y a eu aussi les chansonniers qui se sont tout de suite moqués d'elle à cause de son taille mannequin, voilà, etc. Et en fait, alors que tout le monde commençait un petit peu à ricaner, elle est devenue effectivement très populaire et elle est devenue un peu une incarnation de la mère ou de la grand-mère d'une bonne famille française, ce qui était d'ailleurs à la fois, c'est ça qui est très intéressant, à la fois une vérité par son tempérament, mais pas du tout une vérité sociale, parce qu'elle était d'une famille beaucoup plus bourgeoise que René Coty. Elle était fille d'armateur, elle avait fait ses études dans des pensionnats en Angleterre, etc. Mais c'est vrai qu'en même temps, elle avait quelque chose de très spontané dans la vie. Elle aimait les bonnes choses, la cuisine, enfin, en tout cas, la pâtisserie. Alors, du coup, il y a eu toute une mise en scène qui a commencé tout de suite. On a voulu la filmer avec un rouleau à pâtisserie ou en train de servir à table à son mari, ce qui n'était pas, en fait, dans la pratique de la famille, qui était plus bourgeoise que ça. Mais voilà, le personnage a glissé peu à peu à cause de son tempérament qui s'y prêtait, qui était charmant, qui s'intéressait aux gens, vers cette charmante grand-mère, effectivement. Qui, à cet égard, pour sa famille, était plus sympathique que le grand-père, qui était un peu, comment dire, pompeux. Oui, c'était un personnage solennel qui était complètement pris aussi, il faut bien dire la vérité, par son activité politique. Et elle, c'était une femme qui aimait la vie concrète, la vie de tous les jours. Et effectivement, chez beaucoup de ces petites filles, c'était des qualités évidemment très très marquantes. Vous n'étiez pas né à cette époque, Benoît Dutertre, mais notre réalisateur Jacques Sigal, si, et son rêve aurait été d'être serré dans le sein généreux de Madame Coty à l'arbre de Noël des enfants à l'Élysée. Noël,
Comme chaque fin d'année, l'Élysée a renoué avec la plus aimable de ses traditions, l'arbre de Noël des enfants. 500 écoliers de Paris, les plus sages bien entendu, sont venus goûter les petits fours et les meringues que leur offraient le président et Madame Coty en compagnie du Père Noël. Et la joie des enfants a illuminé l'Élysée. Et pour cette fin d'année, les actualités françaises vous offrent la primeur du nouveau spectacle du Lido. Et nous, le souvenir de celui de l'Alhambra. De l'Alhambra cinéma musical à Paris, Henri Spad et Robert Chazal présentent aux spectateurs et aux auditeurs de la radiodiffusion télévision française la joie de vivre. Avec aujourd'hui Yves Montand et les musiciens de Bob Castella. Je suis né dans la cité qui enfonte les usines, là où des hommes turbinent toute une vie sans s'arrêter, avec leur haute cheminée qui s'élance vers le ciel, comme pour cracher leur fumée en des nuages artificiels, et dans le bruit des sirènes, des hommes vont, des hommes viennent, c'est la grande ville qui rugit, c'est la grande ville qui surgit. Comme c'est drôle, ces gens qui marchent dans la rue. Comme c'est drôle. La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. René Coty, le dernier président élu avant le suffrage universel, en compagnie de son arrière-petit-fils Benoît du Tertre, écrivain Les Pieds dans l'eau chez Gallimard, raconte la tribu Coty telle que vous l'avez connue. René Coty, élu du Havre, n'aurait pas été surpris d'entendre Yves Montand, et il n'aurait pas détesté. C'était la première ville communiste de France, Le Havre, c'est ainsi qu'elle se présentait, et Coty avait un côté, on le découvre dans les cahiers intimes que vous avez dactylographiés, social. Il détestait le conservatisme sordide et la bourgeoisie de droit divin exténuée. Mais effectivement, il était un enfant de cette grande ville ouvrière, lui-même d'ailleurs d'origine modeste et méritante, très typique de la Troisième République. Son père était directeur d'école, a écrit un excellent livre de grammaire, etc. Voilà, c'était une famille qui était dans une espèce d'ascension sociale, mais d'origine assez simple. Et effectivement, à ses débuts d'avocat, puisqu'il était avocat, il a par exemple été l'avocat d'un ouvrier célèbre qui s'appelait Jules Durand, qui avait été condamné à la suite de manigance du patronat, etc., condamné à mort. Et lui, donc, à ce moment-là, à ses débuts, en 1910, René Coty est vraiment l'avocat de cet ouvrier qui deviendra un symbole pour tout le monde syndical. Armand Salacrou. Armand Salacrou va en tirer une pièce qui s'appelle Boulevard Durand, etc. Donc, il commence sa carrière plutôt à gauche, j'ai envie de dire. Et puis, en même temps, il va subir ce lent glissement qui est celui de beaucoup d'hommes politiques du centre-gauche vers le centre-droit, où il arrivera peu à peu. Mais en même temps, à ses débuts, il est plutôt assez radical. En même temps, c'est modéré parce qu'il est catholique. Il est profondément catholique. C'est quelque chose d'important dans sa vie. Et puis, je crois qu'il a un tempérament aussi. Il disait, je suis né modéré. Et effectivement, il sera toujours dans les périodes de conflit partisan d'une certaine mesure. Mais on voit très bien dans ses cahiers qu'au début du Front populaire, effectivement, il est très, très choqué par l'attitude de la bourgeoisie. Et puis après, il s'inquiète de la façon dont le Front populaire évolue. Donc il est toujours comme ça dans cette demi-mesure. Les épreuves sont cruciales pendant qu'il est président de la République. On a choisi de parler du prisme familial, mais citons-les, celle de l'année 54 notamment, la défaite de Dien Bien Phu, la nécessité d'appeler Mendes à Matignon. Il joue un rôle très important à ce moment, et la guerre d'Algérie va se déclencher sous le gouvernement de Mendes, la Toussaint sanglante de 1954. Oui, c'est le drame aussi de cette 4e République, puisque le septennat de Vincent Auriol a été marqué par la guerre d'Indochine,
quand Coty est élu, il y a la défaite de Dien Bien Phu peu après, et donc Mendès France va effectivement dénouer le conflit de la guerre d'Indochine, et juste au même moment commence le deuxième conflit, qui est celui de la guerre d'Algérie, qui va conduire le régime à sa fin. Mais ce qui est important et intéressant, c'est que Mendès France, qui était un homme de gauche évidemment, s'entendait très bien avec René Coty, qui était un homme de droite. Ils avaient une vraie sympathie l'un pour l'autre, et je pense, alors que par exemple René Coty n'aimait pas Mitterrand, je pense qu'il y avait un côté moral comme ça chez ces deux personnages. On le sait aussi évidemment pour Mendès France, une espèce de droiture et d'exigence qui faisait qu'ils s'étaient au fond assez facilement retrouvés malgré leurs divergences politiques. Les épreuves personnelles ne manquent pas dans ses débuts à l'Élysée. Novembre 1955, Germaine Coty, qui était pourtant plus jeune de 4 ans que le président, succombe à un infarctus. La France a appris avec une douloureuse stupeur la nouvelle de la mort subite de Madame René Coty. Il y a moins de 2 ans, le scrutin du Congrès de Versailles mit au premier plan de l'actualité le nom de René Coty. Ce même scrutin devait par contre-coup braquer les projecteurs de l'actualité sur une femme qui avait jusqu'alors consacré tous ses soins à sa vie familiale. Certes, Madame René Coty ne se déroba à aucun des devoirs qui incombent à la première dame de la République. Mais son ambition, elle l'a souvent dit, fut surtout d'être la première grand-mère de France. Par sa bonté, par sa gentillesse, Madame René Coty allait bientôt conquérir tous les cœurs. Et ce n'est pas une formule toute faite de dire que toute la France a ressenti ce deuil. Le rédacteur en chef de Nuit de François rappelle son patron, Lazareff, déroule l'actualité. Ajoute, j'allais oublier de vous dire, Madame Coty est morte. Et alors Lazareff hurle et fait changer toute la une, 5 colonnes. Et alors il s'est passé quelque chose. J'ai grandi avec, chez ma grand-mère qui conservait tout ça avec ces piles de journaux invraisemblables parus effectivement au moment de la mort et de l'enterrement de Germaine Coty. Pendant plusieurs semaines, la une de Paris Match et de tous les magazines importants, parce qu'elle était devenue en fait extraordinairement populaire. Après ses débuts, on ricanait un tout petit peu. Elle était devenue vraiment, on dit toujours, c'est à peu près la plus populaire de toutes les premières dames de France qui se sont succédées. Voilà, et les petites filles. Alors en même temps, c'était un peu paradoxal. Je me rappelle encore de certains récits de ma mère, c'est que évidemment, on était dans une époque très très familiale où la famille du président devait être exemplaire, surtout jamais commettre le moindre écart. Et ces filles qui étaient encore assez jeunes, les petites filles de Germaine Coty, se sont tout d'un coup obligées de porter, non seulement de porter le deuil, mais de ne plus rire en public, etc. Enfin, d'apparaître vraiment comme des enfants parfaits de cette bonne famille très très unie. Et ça a été pour elle parfois un petit peu pesant. D'autant que les reporters étaient là qui guettaient leur premier pas médiatique. C'est votre grand-mère Madeleine, l'une des 2 filles du président, qui devient de fait la première dame. Oui, alors, j'ai changé un peu les noms dans Les Pieds dans l'eau. Hein. Ma grand-mère, en fait, c'est Anne-Marie. Alors, je ne les reconnais pas du tout, là, parce que je comptais dire que la sœur, c'était Elisabeth. C'est Geneviève. Oui, bon, et en plus, il y a 9 filles. Voilà. Alors, je ne sais pas comment fait Lise Elina, c'est la journaliste de l'époque. On va voir si là, ce sont les vrais prénoms, et si vous allez retrouver vos tantes ou votre mère. Je suis dans un petit salon au milieu des petites filles du président de la République. Elles sont 6. D'abord, je vais leur demander à chacune leur prénom. Annie, Françoise, Janine, Marie-Gabrielle, Anne-Marie, Elisabeth. Eh bien, elles sont d'ailleurs très égayées parce qu'inutile de vous dire que c'est la première fois qu'on les interviewe au micro. Et je commence par la plus petite qui va sûrement en classe. Oui, je vais en classe. Je fais du latin et de l'anglais première langue et de l'allemand seconde langue. Et vous aimez les études? Pas spécialement, je n'aime pas les mathématiques Mais vous en faites quand même. Oui, on est bien obligé. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Alors moi, je m'appelle Anne-Marie, j'ai 18 ans et demi. Et je fais de l'anglais à l'Institut britannique. Et vous, mademoiselle? Alors moi c'est Janine, n'est-ce pas? Alors je suis l'aînée de tous les 10 petits-enfants de mes grands-parents. Il y a aussi un garçon d'ailleurs. Ah oui, il y a Pierre. Alors Pierre fait sa médecine à Rouen. Ça a dû être extraordinaire de voir un garçon arriver dans toute cette famille. Ah oui, malheureusement il est parti au sport d'hiver. Il est bien déçu de ne pas être là aujourd'hui. Enfin, aurait-il été présent, le garçon qui n'aurait pas eu la parole dans cette entité féminine? Voilà, parce que c'est une famille de femmes. Hein. René Coty a eu 2 filles, effectivement, vous l'avez dit, qui elles-mêmes ont eu presque uniquement des filles. Il y a 9 petites filles et un garçon. Et en même temps, c'est une famille féminine assez moderne. Là encore, on voudrait dire que la famille Coty est traditionnelle de la France profonde, un peu ancienne. Scolaire, hein. Voilà, les 2 filles de René Coty, dès le début du siècle, ont fait leurs études au lycée du Havre, passé leur bac, etc., ce qui n'était pas si courant dans cette génération.
génération pour les filles. Et puis, effectivement, les petites filles ont toutes mené ensuite des études dont elles parlent beaucoup dans cet entretien. Donc, c'est une famille qui se veut un peu dans l'air du temps, tout en étant très, très comme il faut. Et d'ailleurs, à tel point qu'au fond, pour elles, d'une certaine façon, pour certaines d'entre elles, cette période de l'Élysée sera pas tellement un bon souvenir, parce qu'elles ont bizarrement un peu l'impression d'être privées d'une vie normale, d'une vie ordinaire, alors que, évidemment, vu de l'autre côté, parce qu'elles passent à la une des magazines, leurs mariages sont des événements avec des quantités de photographes, etc. Et ce qui est, au fond, un petit peu un rêve vu de l'extérieur, un rêve pour Midinette, pour elles, c'est plutôt une espèce d'épreuve et de contrainte. Le père était, le grand-père, l'arrière-grand-père, votre arrière-grand-père, était un catholique tourmenté, et elle refuse les mariages d'argent. Voilà. Elles ne sont aucunement éblouies par les puissances d'établissement, et leur rêve, c'est de faire des mariages de simplicité et d'aller chez les gens modestes. Enfin, bon, en même temps, c'est mon interprétation, mais je ne crois pas trop me tromper, en tout cas pour beaucoup d'entre elles. La guerre d'Algérie et le coup d'éclat du 13 mai vont sceller la fin du régime. Coty, dont la préoccupation est la réforme de l'État, accepte d'accompagner le général de Gaulle dans le processus de transition vers la Ve République. Une nouvelle constitution est adoptée. Et Coty va céder la place au premier des Français, je veux dire le général de Gaulle, élu cette fois, non plus par les parlementaires, mais par un collège de grands électeurs. Sa déclaration au moment de la passation de pouvoir, janvier 59. C'est le Parlement de la 4e République, qui régulièrement a confié au gouvernement présidé par le général de Gaulle le mandat de soumettre une nouvelle constitution au peuple souverain, qui, à une majorité massive, en a fait la constitution de la République française. Ça s'est fait régulièrement. Mais je dirais plus que régulièrement, ça s'est fait volontairement, hein, parce que là encore, il faut se méfier de ce qu'on raconte. René Coty, peu après son élection, a fait des discours très très élogieux sur le général de Gaulle. Il n'était pas de la famille gaulliste, mais il a toujours eu beaucoup d'estime et d'admiration pour ce que représentait de Gaulle. Et quand la crise éclate en 58, il s'est totalement engagé, et Georgette Helger, dans sa grande histoire de la 4e République, le montre parfaitement, il s'est totalement engagé, non seulement pour faire en sorte que l'arrivée au pouvoir de Gaulle se fasse de façon légale et républicaine, mais il fait tout ce qu'il faut pour qu'elle puisse se faire. Il le désire vraiment parce qu'il pense que de Gaulle est l'homme qui peut sauver la République. Alors évidemment, ensuite, peut-être qu'il aurait aimé, lui, finir son septennat au lieu de partir 2 ans plus tôt pour laisser la place à son successeur. Mais il a eu un dernier bonheur, la naissance de Benoît Dutertre. Oui, vous connaissez la phrase de Morand, « J'arrive quand tout s'éteint ». Alors, il n'est plus président. Coty meurt, vous avez 2 ans. Reste la villa d'Étretat, pays que vous décrivez dans Les Pieds dans l'eau, avec partout des traces du quinquennat, le buste offert par Tito, la glacière de golf offerte par la reine de Hollande. Alors, des traces de sacralité, parce que quand on est président même d'une république faible, on a du sacré en soi que la famille cherche à évacuer. Enfin, oui, ça change un petit peu d'une génération à l'autre. Hein. On est toujours dans un système de réaction, et c'est vrai que ma grand-mère, par exemple, idolâtrait son père, qui était le grand homme, si on peut dire, de sa vie, et elle déplorait que ses propres filles, donc la génération suivante, s'y intéressent finalement pas tellement. Elle aurait aimé que tout le monde dans la famille s'occupe de ses archives, de la mémoire du grand-père. Et moi, j'arrivais encore à la génération suivante, et d'une certaine façon, je crois que j'ai réagi, c'est un truc très psychanalytique comme ça, contre la propre génération de ma mère et de ses sœurs, de ses cousines. Au contraire, en tout d'un coup, m'intéressant beaucoup à cette histoire qu'on avait voulu effectivement évacuer pour retourner vers la vie ordinaire, qui était tellement plus attrayante. Moi, finalement, je trouvais que cet épisode de l'histoire familiale était plus attrayant que la vie ordinaire. Évidemment, tout ce qui disparaît vous désole. Je pourrais terminer avec cette note de la Fondation Jean Jaurès, consacrée aux seniors. C'est un mot qui n'existait pas à l'époque, d'ailleurs. Qui compose une partie de notre auditoire. Ils ont l'impression d'être nés dans la plus haute antiquité. Cette note parle de leur comportement politique. Et en politique, d'avoir compté toute leur vie dans une monnaie qui, hélas, n'a plus cours. Alors, c'était notre visite au pays de l'ancien franc. Benoît Dutertre, Les Pieds dans l'eau chez Gallimard. Si vous vous intéressez à la fin de l'histoire du malheureux président Le Troquer,
Alors là, c'était au début de la Ve République, les Ballets Roses chez Grasset. Et demain, dans le même esprit, nous continuons. Nous sommes en compagnie du drapeau, le rouge, le noir et le tricolore. Et merci à Jean Dujardin, grâce à qui le nom de René Coty est aujourd'hui célèbre, effectivement, chez tous les moins de 25 ans, ce qui n'était pas gagné il y a encore peu de temps. Notre agent au Caire, OSS 117, Sophie Moreno et Patrick Henry à la technique, Jacques Sigal à la réalisation. Un remerciement particulier à Arnaud Plançon de l'INA et à notre équipe habituelle, Camille Poux-Jalaguier, Frédéric Martin et Franck Olivard. Il est 14h, vous écoutez France Inter.